Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour votre nouveau résumé de Plus belle la vie sur TF1. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'épisode 310 de la saison 2, diffusé le lundi 14 avril 2025. Un épisode chargé d'émotions, de désillusions et de vérités douloureuses. Au programme, la juge Colbert enterre brutalement l'enquête sur la mort d'Alix Menton, qualifiant le dossier de fiasco et ordonnant une enquête de l'IGPN sur les méthodes de Samuel et Idriss. Effondré, Samuel sombre dans le doute et la culpabilité. Tandis que Léa lutte toujours dans le coma, inconsciente aux yeux de tous, mais entourée de l'amour de Boé et de ses proches. Pendant ce temps, Ophélie affronte les zones d'ombre de ses origines. Hésite à rencontrer ses parents biologiques et découvre que Ulysse lui avait caché des vérités. Le clan Kepler se déchire, et le dîner familial orchestré par Hector tente, tant bien que mal, de recoller les morceaux d'une famille blessée. Enfin, un moment bouleversant au Mistral, Samuel révèle à Idriss un secret glaçant sur les derniers mots de sa mère. Une confession qui change tout. Installez-vous, respirez. Furieuse, vient d'annoncer la clôture de l'instruction sur la mort d'Alix Menton, une enquête qu'elle qualifie elle-même de « fiasco total ». Dans la salle, les visages sont tendus. Patrick, Idriss, Samuel, tous comprennent que le couperet va tomber. D'un ton sec et autoritaire, la juge Colbert exige que Patrick réunisse l'ensemble des équipes. Je veux que tout le monde soit là. Immédiatement. Une fois les policiers rassemblés, elle ne prend pas de détour. L'instruction est terminée. L'affaire est classée. Faute de preuves suffisantes pour renvoyer qui que ce soit devant un juge. Mais ce que je retiens surtout, c'est une enquête menée dans le dos de la hiérarchie, sans méthode, sans cadre et sans résultat. Son regard se pose longuement sur Samuel et Idriss, glaçant l'atmosphère. L'IGPN a été saisie. Elle devra faire la lumière sur vos méthodes. Un silence glacial s'abat. L'affaire Alix Menton, qui devait faire éclater la vérité, devient désormais un scandale judiciaire. Après cette annonce, Samuel est dévasté. Il erre dans les couloirs du commissariat, incapable de reprendre pied. J'aurais dû voir venir tout ça. J'aurais dû prévenir Léa, confie-t-il à Patrick. Mais Patrick, lucide, tente de le soutenir. Tu n'as rien à te reprocher, Samuel. Tu as fait ton travail, et tu l'as fait avec le cœur. Mais Samuel ne l'écoute plus vraiment. Il est submergé par une déflagration intérieure. Il ne peut pas rentrer chez lui. Il ne peut pas faire comme si de rien n'était. Patrick, inquiet, lui dit clairement. Tu dois arrêter de bosser. Ce n'est pas raisonnable. Tu ne tiens plus. Samuel acquiesce à contre-cœur, mais annonce qu'il va consulter un psy, une décision saluée par Patrick. Avant de s'éloigner, Samuel s'excuse une dernière fois pour Léa. J'aurais dû en parler plus tôt. Je suis désolé. Dans ce climat pesant où les certitudes s'effondrent, où la justice perd pied et où les policiers deviennent eux-mêmes suspects, une seule chose est sûre. L'affaire Alix Menton est loin d'être finie. Elle vient de changer de terrain. Et désormais, c'est la police qui devra rendre des comptes. À l'hôpital, l'état de Léa reste critique. Toujours inconsciente, elle ne réagit ni au son, ni à la lumière, ni aux stimulations tactiles. Et chaque jour qui passe sans signe d'amélioration fragilise un peu plus Jean-Paul. Seul face à l'impensable, Boé est désemparé. Il scrute le moindre mouvement, espère un frémissement, un clignement d'yeux, en vain. Il confie à Gabriel son inquiétude, la gorge serrée. Je ne sens rien, aucune réaction. Comme si elle était ailleurs. Mais Gabriel, fidèle à son calme de médecin et à son instinct humain, tente de le rassurer. Il partage la conviction de Babette. Léa les entend. Il faut lui parler, lui envoyer des mots, des souvenirs, de l'amour. Même si elle ne réagit pas, continue de lui parler. Ça peut vraiment l'aider, Jean-Paul. Ta voix. Elle la connaît, elle l'aime. Face à cette suggestion, Jean-Paul, encore hésitant, s'assied au chevet de Léa. Il prend sa main, l'approche de sa joue, et commence à murmurer. C'est moi. Léa. Reviens, s'il te plaît. Y a Aurore, ta mère, moi.
On est tous là. Et on t'attend. Un moment suspendu, plein de tendresse et de foi. Peut-être, quelque part, Léa entend. De son côté, Hector confronte Vanessa au sujet d'un secret qui a détruit l'équilibre d'une famille, la véritable filiation d'Ophélie. Il pose la question que tous redoutent. Est-ce qu'Alexandre savait qu'Ophélie n'était pas sa fille? Le silence de Vanessa est une réponse en soi. Non. Alexandre n'a jamais su. Hector, touché, comprend la douleur silencieuse de sa sœur. Des années à porter seul ce mensonge, à protéger une vérité impossible à formuler. Il est bouleversé par ce qu'elle a enduré. Et aussi par sa propre absence. J'aurais dû être là pour toi, confie-t-il, plein de regrets. Mais plutôt que de rester dans les reproches, Hector fait une promesse. Je vais t'aider à te rapprocher d'Ophélie. Je vais rester à Marseille. Pour toi. Pour elle. Pour notre famille. Une main posée sur l'épaule de Vanessa. Un lien qui se retisse. Fragile mais sincère. Le passé ne peut être effacé, mais l'avenir, lui, peut encore s'écrire autrement. Entre le coma de Léa, la détresse de Boé, et la reconstruction délicate autour du secret d'Ophélie, les liens familiaux sont mis à l'épreuve dans Plus belle la vie. Mais au cœur du chaos, l'amour, le pardon et la volonté de rester soudés semblent plus forts que tout. Blanche poursuit la lecture des carnets intimes d'Hector, et ce qu'elle y découvre l'intrigue profondément. À travers ces mots, elle entre dans l'univers sensible et singulier d'un homme blessé, mais passionné, observateur lucide du monde, capable de parler d'amour avec une légèreté teintée de mélancolie. Un passage retient particulièrement son attention, Hector y évoque une femme qu'il a aimée. Il en parle avec beaucoup de fantaisie, de poésie et de chaleur. Blanche, captivée, se demande qui elle peut bien être. Une ancienne compagne? Un amour secret? Une muse imaginaire? Troublée, elle en parle à Luna, qui ne manque pas de la taquiner. Tu sais que tu parles de ces écrits avec des étoiles dans les yeux? Fais gaffe Blanche, tu serais pas en train de craquer pour Hector? Blanche rit, gênée. Mais dans le fond, l'idée s'insinue. Et si, malgré leurs différends, Hector l'attirait par son regard sur le monde, par sa fragilité à peine dissimulée entre les lignes? Pendant ce temps, Patrick rentre de l'hôpital, où il est allé voir Léa. Les nouvelles ne sont pas bonnes, toujours aucune amélioration. Léa reste inconsciente, sans réaction. Patrick retrouve Babette, qui garde la tête haute. Il voit la fatigue dans ses yeux, mais aussi la force intérieure d'une mère qui refuse de baisser les bras. Toujours rien. Lâche Patrick, la voix pleine d'amertume. Mais Babette ne laisse pas le découragement s'installer. Elle veut croire à la vie, à la combativité de sa fille. Elle reprend des forces, j'en suis sûre. Son corps se bat. Elle va se réveiller. Patrick hoche doucement la tête. Il aimerait avoir sa foi, son courage. Mais au fond de lui, il sait qu'il a besoin de s'accrocher à la lumière de Babette pour ne pas sombrer. Léa est entre deux mondes, et ceux qui l'aiment l'appellent avec tout leur cœur pour qu'elle revienne. Hector, dans sa volonté de rassembler ce qui a été brisé, a donné rendez-vous à Ophélie et Ulysse. Il leur envoie un message à tous les deux, espérant faire un pas vers l'apaisement familial, vers une vérité trop longtemps tue. C'est alors qu'un autre secret éclate. Ulysse connaît depuis quelque temps l'adresse des parents biologiques d'Ophélie, mais il ne lui en avait jamais parlé. Il l'avoue à demi-mot, gêné, craignant que cette révélation lui fasse plus de mal que de bien. J'avais peur que tu t'attaches à eux, que ça te déstabilise encore plus, confie-t-il. Mais Ophélie, blessée mais lucide, ne veut plus fuir. Je dois me confronter à cette réalité. Je veux les voir. Je veux savoir qui ils sont. Elle demande alors à Ulysse de l'accompagner. Elle ne veut pas faire cette démarche seule. Ulysse l'emmène donc devant la maison. Le lieu est calme, anodin, mais pour Ophélie, il porte le poids de toutes les questions sans réponse, de tout un passé confisqué. Elle s'avance. Le cœur battant, s'arrête devant la porte, lève la main, mais ne parvient pas à appuyer sur la sonnette. Ses jambes tremblent, son souffle se coupe. En un instant, la peur l'envahit.
Pas celle d'une réaction négative, mais celle, plus profonde, de ce que cette vérité pourrait changer en elle. Si elle entre, rien ne sera plus comme avant. Et peut-être n'est-elle pas encore prête. Sans un mot, Ophélie recule et fait demi-tour. Ulysse ne la questionne pas. Il comprend. Le temps n'est pas encore venu. Mais cette maison, cette sonnette non actionnée. Ce passé qui attend derrière une porte fermée, tout cela ne disparaîtra pas. Un jour, Ophélie reviendra. Mais ce jour devra venir d'elle seule. Jennifer confie à Gabriel son désarroi. Elle aimerait être là pour Samuel, le soutenir dans cette période éprouvante, mais il l'évite. Elle ressent la distance, ce froid qu'il installe entre eux dès qu'elle tente de s'approcher. Gabriel, qui connaît bien son ami, essaie de lui apporter un peu de clarté. Samuel est un introverti. Quand ça ne va pas, il s'isole. Il garde tout à l'intérieur. Mais cette explication ne suffit pas à calmer l'angoisse de Jennifer. Elle veut être plus qu'un soutien de façade. Elle veut partager ses douleurs, ses silences, ses failles. Elle baisse les yeux. Et d'une voix douce mais ferme, elle répond. La différence entre lui et moi, Gabriel, c'est que moi, je l'aime. Un aveu lourd de sens. Elle n'attend pas de retour immédiat. Mais elle voudrait au moins une main tendue, une porte entr'ouverte. Pour l'instant, Samuel s'est muré dans le silence, et Jennifer commence à douter de sa place dans sa vie. Du côté des Kepler, la tension monte d'un cran. Vanessa découvre qu'Hector a pris l'initiative d'aider Ophélie à rencontrer sa mère biologique. Elle explose. Pour elle, c'est une trahison pure et simple. Tu t'es permis ça dans mon dos, Hector ? Tu savais ce que ça allait provoquer chez elle, et chez moi. Mais Hector reste calme. Il ne cherche pas à fuir la colère de sa sœur. Il assume. Ophélie avait besoin de réponses. Je ne pouvais plus la laisser tourner en rond dans le vide. Mais Vanessa n'en démord pas. Pour elle, cette rencontre menace tout l'équilibre fragile qu'elle a mis des années à construire. Elle voit en Hector un traître, et non un frère bienveillant. Tu n'as pas le droit de décider pour moi. Ni pour elle. Une fracture s'est ouverte. Peut-être irréversible. Et Ophélie, malgré elle, se retrouve au cœur d'un conflit familial profond. Déchirée entre une vérité qu'elle cherche à comprendre et des liens qui s'effilochent autour d'elle. Un climat de tension douce et d'attente flotte dans l'air lorsqu'Ophélie pousse la porte des Kepler. Après avoir fui le face-à-face avec ses parents biologiques, elle accepte l'invitation au dîner familial. Son arrivée, simple mais symbolique, marque un pas vers l'apaisement. Vanessa, visiblement émue, l'accueille avec une chaleur sincère. Elle sait combien cette venue signifie. Merci d'être là ce soir. Ça compte pour moi, vraiment, dit-elle à voix basse, presque avec pudeur. Ophélie ne répond pas tout de suite. Mais son regard dit tout, elle est venue parce qu'au fond, elle veut y croire. À cette famille, à ce lien, malgré tout. De son côté, Hector avoue à demi-mot le besoin profond qui l'a poussé à organiser ce dîner. J'avais envie qu'on soit ensemble. Comme une vraie famille. Un instant suspendu. Une parenthèse fragile qui semble rapprocher les cœurs fissurés. Mais alors que la soirée s'installe dans une ambiance feutrée, Vanessa, dans un élan d'émotion et de gratitude, s'approche d'Hector. Elle s'apprête à lui embrasser la joue, peut-être plus. Un geste d'affection rare, une tentative de sceller leur réconciliation. Mais Hector s'éloigne doucement, l'arrêtant avec délicatesse. Pardon, je suis désolé, on ne s'est pas compris. Ces mots sont simples, mais chargés d'un mélange de respect et de distance. Il ne veut pas blesser Vanessa, mais il refuse l'ambiguïté. Peut-être a-t-il perçu chez elle un élan plus intime qu'elle-même ne le reconnaît. Vanessa, figée un instant, comprend qu'il met une limite claire. Leur complicité peut renaître, mais sans confusion, sans retour vers ce qui a pu les éloigner ou les troubler. Le dîner commence. Autour de la table, Ophélie, Vanessa et Hector forment une famille recomposée, maladroite, mais sincère. Rien n'est encore réparé, mais l'envie d'avancer ensemble est là. Et c'est peut-être le plus important. Au Mistral,
L'ambiance est lourde de fatigue et de désillusion. Idriss et Samuel, essayurés par la tournure dramatique de l'affaire Alix et la chute brutale de leurs repères personnels, enchaînent les vers. À défaut de trouver un sens à tout ce qui leur échappe. Idriss, entre deux gorgées, lâche dans un soupir amer. Dès qu'il y a une connerie à faire, je fonce dedans. C'est comme un aimant. J'y vais direct, même les yeux fermés. Un demi-sourire, triste, résigné. Mais Samuel, lui, ne trouve même plus la force de sourire. Le regard dans le vide. Il résume ce qu'il ressent d'une phrase sèche et cruelle. J'ai perdu ma famille. Mon boulot, c'est pour bientôt. Et ma meuf, ça va pas tarder. Idriss tente une boutade, cherche à alléger. À contredire. Mais Samuel le coupe, plus brisé qu'il ne veut l'admettre. Non, Idriss. T'as pas compris. Toi, t'as gagné. Moi j'ai plus rien. Et puis soudain, il lâche ce qu'il n'avait encore confié à personne. Une douleur silencieuse, celle qui hante même les silences de deuil. Avant de mourir, ma mère, elle m'a dit qu'elle m'avait jamais aimé. Jamais. Idriss se fige. Le choc est violent, même pour lui. Samuel termine son verre d'un trait, les yeux embués. Puis il pose la question, comme s'il lançait une bouteille à la mer. Sans espérer de réponse. Je fais quoi de ça? Qu'est-ce qu'on fait avec un truc pareil? Un silence s'installe, pesant, impuissant. Il n'y a pas de réponse facile, ni de phrase qui apaise. Juste deux hommes, paumés, au bord du vide, cherchant un sens là où tout s'est effondré. Et peut-être, malgré la noirceur de l'instant, le simple fait d'être là l'un pour l'autre est déjà un début. Et voilà, c'est la fin de ce résumé poignant de l'épisode 310 de Plus belle la vie sur TF1, diffusé ce lundi 14 avril 2025. Entre l'effondrement de Samuel après la clôture de l'enquête Alix, le coma de Léa qui plonge ses proches dans l'angoisse, et les tensions déchirantes autour d'Ophélie et des secrets de la famille Kepler, cet épisode marque un tournant profondément humain et bouleversant. Chaque personnage est confronté à ses blessures, ses regrets, ses silences. Et au cœur de tout cela, une question brûlante. Comment avancer quand tout s'écroule autour de soi? Dites-moi en commentaire ce que vous avez ressenti en découvrant les confessions de Samuel, l'attente de Boé, ou encore le dilemme d'Ophélie. Vous pensez que la vérité peut vraiment réparer une famille brisée? N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains rebondissements. On se retrouve très vite pour la suite de Plus belle la vie sur TF1. Merci de votre fidélité, à très bientôt.